Alors, non, il y a des vraies raisons de s'enthousiasmer. C'est une technologie qui est assez extraordinaire, hein, pour finalement deux raisons. D'une part, parce que on s'affranchit des contraintes en termes de fabrication. On peut vraiment monter en complexité et donc inventer des formes qui sont vraiment libres de contraintes au niveau des objets et sans rajouter de coûts, hein. D'habitude, quand on fabrique un objet, si on veut faire quelque chose de très avancé, ça va coûter beaucoup plus cher. Là, essentiellement, ça veut dire qu'en fait, on dit souvent que la complexité est gratuite, c'est-à-dire qu'on peut augmenter la complexité des objets sans un coût additionnel. Et en parlant de coût, un autre aspect qui est très important, c'est le fait qu'il n'y a pas de coût d'outillage pour la fabrication additive, l'impression 3D. Et donc, du coup, on est à coût constant. Et donc, ça veut dire qu'il y a absolument aucune limite basse en termes en termes de séries. On peut faire des séries qui sont très petites, des séries de 1. Donc, on peut du coup personnaliser les objets. Donc oui, il y a un vrai potentiel avec un impact à terme, hein, énorme en termes d'innovation. On peut innover beaucoup plus facilement en termes d'entrepreneuriat, puisque du coup on a des jeunes entrepreneurs qui peuvent se lancer dans la production d'objets sans avoir besoin d'un investissement énorme comme il y a d'habitude si on veut fabriquer quelque chose. Il faut une usine, une ligne de production. Et aussi en termes de développement durable, par exemple, repenser la façon dont on produit. On a du coup beaucoup plus d'intérêt à produire localement plutôt que de produire de façon délocalisée. Donc il y a des vraies transformations à venir. Alors en fait, on pourrait dire déjà que c'est une révolution silencieuse, hein, c'est-à-dire que l'impression 3D n'est pas une technologie récente, hein, c'est une technologie qui a 30 ans. Mais le problème, en fait, vient souvent qu'on parle de technologie de rupture. Et en fait, ce n'est pas la technologie qui crée la rupture, mais les usages qu'on en fait. Et donc, il faut se poser la question de savoir quels sont les usages qui sont faits de l'impression 3D. Pour l'instant, les usages qui en sont faits sont essentiellement liés au prototypage, donc à la phase design du produit, à l'outillage. Et finalement, on a assez peu d'industries où l'impression 3D est utilisée pour fabriquer des choses, voire encore même pour fabriquer et distribuer des choses. Donc ce sont vraiment ces usages-là qui sont des usages de rupture. Et pour l'instant, en fait, cela ne concerne que vraiment un petit nombre d'industries, tout ce qui est médical, prothèse par exemple, aéronautique, aérospatiale, ou des utilisations vraiment de pointe, hein, par exemple la Formule 1, des choses comme ça. Donc pour l'instant, c'est normal de ne pas voir grand-chose venir, à mesure que l'impression 3D sera utilisée de plus en plus dans d'autres secteurs pour de la fabrication directe, voire pour la fabrication délocalisée, où chacun imprime chez soi, ou en tout cas localement dans une espèce de quincaillerie moderne des objets. Là, on aura effectivement, on sera beaucoup plus proche d'une révolution industrielle. Alors c'est vrai que pour l'instant, en fait, ça rejoint la question précédente, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a peu de transformation, parce que c'est vrai que quand on utilise l'impression 3D pour faire du prototypage ou de l'outillage, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de grosses différences. En revanche, quand on passe à la fabrication directe et qu'on utilise l'impression 3D pour imprimer des objets, eh bien, il est clair qu'à mesure que cette technologie se répand, les entreprises vont se retrouver dans une situation où leurs produits pourront être copiés, par exemple. Donc on parle beaucoup de piratage et de contrefaçon. Mais si on regarde ce qui s'est passé avec les phases de numérisation précédentes dans notre économie, on se rend compte que le problème du piratage, c'est souvent, ou de la contrefaçon, l'arbre qui cache la forêt, c'est juste un symptôme en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a énormément d'entreprises qui vont se retrouver avec une forte concurrence d'autres entreprises, mais également d'utilisateurs qui vont être en mesure d'innover, de fabriquer des nouvelles choses. Vous avez par exemple une entreprise comme Local Motors qui se lance dans la fabrication de voitures, quelque chose qui est absolument impensable, hein. C'est plutôt une grosse industrie, et qui est sur un business model complètement différent, puisqu'ils veulent pas fabriquer les voitures, ils veulent donner les moyens aux autres de le faire. Et donc voilà, après la question c'est pas forcément est-ce qu'il va y avoir des copies de Peugeot ou de Renault dans la rue, ou de pièces Peugeot ou Renault, mais surtout qu'en fait il y a tout d'un coup tout un tas de gens qui vont être en mesure de fabriquer et qui vont du coup faire part d'un écosystème. Et c'est ça le grand changement. C'est pour les entreprises, c'est quelque part de perdre leur rôle de fabricant et de devenir finalement l'organisateur, le gardien d'un écosystème dans lequel tout le monde est impliqué.
l'entreprise elle-même, mais il y aura de la co-création avec les utilisateurs, il y aura un co-développement avec une co-R&D avec des gens qui sont capables de construire en fait des objets, et également une co-distribution avec des gens qui seront capables de fabriquer. Si on les intègre dans l'écosystème, là on peut avoir un business model qui est très important, très intéressant. En revanche, le risque, c'est de dire non, c'est pas notre métier, c'est pas comme ça qu'on fait et on ferme tout, parce que là, ça se fera de toute façon à terme. Avec ou sans les entreprises, ça se fera. Et donc, les entreprises qui s'y prépareront tôt, en pensant en termes d'écosystème, en pensant en termes de plateforme, en pensant qu'elles sont là pour faciliter la création autour d'une marque, là, à ce moment-là, celles-là seront prêtes pour l'avenir.